Intana yaksi ci kër gi muy diggi njollooro bunti kër gi tëju na mari tëj na dem ak caabi ji. Le livre là, pour le résumer, c'est un livre, comme l'a dit si bien le secrétaire général de l'OMVS, c'est un livre qui est divisé en 3 parties. La première partie, je pouvais même dire c'est des recueils. C'est quelque chose qui se trouve dans la littérature scientifique, que j'ai eu à avoir dans la documentation. Ce n'est que la présentation du barrage de Diamant. Parce que beaucoup de gens ignorent le barrage de Diamant. Aujourd'hui, l'autoroute à péage est mieux connue que le barrage de Diamant. Parce qu'il est enclavé. Quand tu voyages, tu ne vois pas le barrage. Et pourtant, c'est un ouvrage qui a pris 36 milliards de francs CFA. Les années 80. 36 milliards. Donc c'est un ouvrage qu'il fallait au moins faire connaître aux populations, aux Sénégalais et même aux populations de la sous-région. On va revenir que le barrage de Diamant n'est pas le barrage du Sénégal. C'est le barrage de l'OMVS. Et là aussi, on va venir là-dessus, sur l'OMVS qui gère le barrage, mais qui ne gère pas l'eau, l'utilisation de l'eau. Donc, ouais, la première partie, ce n'est que la présentation de l'ouvrage, du barrage et de son milieu. En tant qu'environnementaliste, j'avais le flair sur ça. Parce que, en venant, j'avais, comme je vous ai dit, au niveau de la recherche, il y avait du temps. Et ce temps-là, ça m'a permis quand même vraiment de me déployer ailleurs au niveau du barrage, de cette affaire-là. Donc le barrage là, comme vous le voyez, c'est un barrage qui est là-bas dans un milieu surchargé. Un milieu où on trouve un réseau hydrographique dense. Quand vous voyez la vallée du fleuve Sénégal, à part le plateau Mandeng au Mali et la source en Guinée, on ne voit pas, en tout cas, un anastomose de cours d'eau assez dense à ce niveau. C'est au niveau du delta, c'est normal aussi. Le delta, c'est au niveau du delta qu'on peut voir des défluents, un nombre important de défluents. Si vous, par exemple, si vous prenez le delta du fleuve Sénégal, vous avez le Gorom, le Lamsar, le Kassak, le Ngalam, le Bendedou, les cours d'eau qui sont dans le Djout. Donc c'est un milieu dense. Et ensuite, il y a eu un parc de renommée internationale. Un parc de renommée internationale, le parc de Djout. Et les réserves du Ndiaël, et les réserves du Ndiaël et de Gumbel et de la langue de Barbarie qui entoure notre zone d'études. Donc c'était une zone dense. Et c'était une zone aussi où, en tout cas, l'agriculture irriguée avait pris naissance au Sénégal. C'était une zone où l'agriculture irriguée avait pris naissance au Sénégal, depuis même avant les indépendances. Je le dis dans le livre, depuis le casier de Richard Toll, le casier du baron Roger. Voilà. Donc vous voyez, c'était une zone chargée. Et aussi une zone, comme l'a dit Merzouk dans sa préface, une zone de mobilisation et d'accessibilité à l'eau. Non seulement, M. Ba vient de le répéter, non seulement pour le Sénégal, mais pour la Mauritanie. Donc c'était un milieu surchargé, donc un milieu très vulnérable. Nous, ce qu'on environnementaliste, on appelle ça un milieu vulnérable. Un milieu vulnérable et qui supporte un développement. Et actuellement, tout le monde sait qu'on parle du développement futur qui ne peut être qu'agricole. Et quand on parle de développement agricole au Sénégal, on pense plutôt au barrage de Diamant, à la vallée du fleuve, qu'on avait qualifié même de Californie du Sénégal. Donc je me suis dit, voilà une zone très sensible, très vulnérable, qu'il faut protéger et voir ce qui se passe. C'est ça qui m'a poussé, qui m'a orienté dans ce secteur-là. Donc cette première partie ne fait que résumer, en tout cas, une description du barrage, son utilité. Le barrage en tant qu'ouvrage mécanique, on n'en parle pas beaucoup, mais l'utilité du barrage. Tout le monde sait que le barrage, c'est un barrage anti-sel. Et anti-sel qui barre, parce qu'à l'époque,
pendant les années de sécheresse, les années 70 aux années 90, pendant l'étiage, c'est-à-dire en saison sèche, l'eau s'allait remonter jusqu'à Saldé, plus de 200 km de l'embouchure. Et le risque était non seulement que les eaux allaient être salinisées, mais les sols aussi allaient être salinisés, et c'est de très bons sols que la vallée renferme. Donc ce barrage, non seulement a limité la mer, en tout cas l'avancée de la mer dans le fleuve, mais le barrage a permis aussi d'accumuler au niveau amont de plus de 500 millions de mètres cubes en période de hautes eaux. Mais même en période de faibles eaux, on a plus de 250 000 millions de mètres cubes d'eau. Et l'eau s'est adoucie. Donc, et aussi, il y a un travail que l'OMVS a fait et qu'il faut féliciter. L'OMVS a fait un gros travail. Si vous vous rapprochez de la coopération entre l'OMVS et l'IRD dans le cadre du POGR, plan de gestion et d'optimisation des réservoirs du fleuve Sénégal, c'est-à-dire Manantali et Diama. C'est ce que j'appelle le duo complémentaire. C'est-à-dire Manantali qui est le moteur en réalité. Nous, on n'a que le barrage Anticel et un petit réservoir de 500 millions de mètres cubes. Mais Manantali, c'est un grand réservoir de 11 milliards de mètres cubes. Et en même temps, Manantali, on a artificialisé le fleuve. Au départ, vous, par exemple, nous qui venons de la vallée du fleuve Sénégal, on attendait toujours à la fin de l'hivernage, au mois d'octobre, novembre, ce qu'on appelait Ilam. Ilam, c'est la crue pour faire les cultures de sorgho, de maïs, de tout. Maintenant, l'OMVS, dans le plan de l'OMVS, c'est maintenant maîtriser le fleuve, faire de telle sorte que Manantali puisse réguler le cours du fleuve en faisant des lâchers, en limitant aussi les crues, les fortes crues qui peuvent créer des inondations terribles et détruire les champs. C'est ce qu'ils appellent le laminage au niveau de Bakel, bien que au niveau de l'OMVS, ils n'ont pas tenu compte dans le cadre de cette étude-là de la Falémé, qui n'est pas contrôlée dans le cadre de ce POGR. Donc, on met de l'eau, les lâchers de Manantali, qui permettent en tout cas, pendant l'hivernage, parce que les Foutanké, les Walo, ils disaient « Ah non, nous aimons toujours cultiver le Walo. Pourquoi l'OMVS veut créer ces barrages, artificialiser le fleuve et nous empêcher d'avoir de l'ILAM, de la crue, pour faire les saisons de la récolte de crue ?» Donc, pour régler ce problème, je pense même que c'est transitoire, parce que le programme de l'OMVS, c'est annuler même ces lâchers. Pendant la crue, il y a un soutien aux crues, c'est ce qu'ils appellent un soutien aux crues. Manantali jette des débits importants dans le cours d'eau et ça permet, d'après les études aussi, d'irriguer, d'inonder 50 000 à 70 000 hectares de terre qui sont généralement la moyenne de terre cultivée dans le Walo. Donc, aussi, pendant la saison sèche, Manantali faisait des lâchers qui permettaient aux populations de Ross Béthio, du delta, qui faisaient la riziculture, d'avoir des hauteurs d'eau, hydrogrammes assez élevés pour minimiser les frais de pompage. Parce que c'est ça qui est le problème principal de la riziculture dans le Walo. Le pompage coûte cher. Donc, Manantali faisait des lâchers qui permettaient d'élever le niveau du fleuve pour éviter pour réduire les coûts du pompage. Donc voilà tout ça. Donc cette première partie ne fait que décrire des choses qui sont connues, peut-être les porter, les condenser, les réunir avec une certaine cohérence pour permettre, et ça peut même servir de matériel didactique. Moi, j'ai rencontré l'association, certains membres de l'association des professeurs d'histoire géo. Ils me disent que nous, on a toujours demandé ça. Il n'y a rien, il n'y a aucune fiche sur le barrage de Diama. Et on voudrait savoir comment ça fonctionne et quels sont les choses. Et ce barrage-là permet d'irriguer au moins 120 000 hectares. 120 000 hectares. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie,
je n'ai fait que parler de ce que je veux faire. Je veux faire une évaluation. Évaluer quoi? Évaluer les usages de diamant. Ce n'est pas le barrage en tant que mastodonte électromécanique qui m'intéresse dans cette affaire, mais c'est l'usage que les gens font de la réserve d'eau, qui est, comme je vous l'ai dit, qui oscille entre 250 et 500 millions de mètres cubes. Qu'est-ce qu'ils en font? Et dans cette partie, dans la deuxième partie, j'ai fait une démarche avec les enquêtes de terrain qui m'ont permis d'identifier au moins 5 usages. Je ne pouvais pas prendre tous les usages. Je dirais même le transport fluvial est un usage, mais il n'est pas très important. J'ai considéré 5 usages qui sont les principaux. L'usage de l'eau pour l'agriculture irriguée, l'usage de l'eau d'alimentation que la SDE et la SONES captent chaque jour au niveau de la réserve de Bango, Dakar Bango, pour alimenter la ville de Saint-Louis, l'usine de Khor, ensuite la ville de Saint-Louis, Ngalel et l'université de Saint-Louis. Il y a aussi l'eau de prélèvement, l'eau de subsistance que les populations de Ross Béthio, de Gandon, de ces deux communautés rurales-là, qui puissent directement dans le fleuve, directement avec des charrettes attelées par des ânes. Mais c'est triste que ces gens-là qui se mirent sur le fleuve n'aient pas accès à l'eau potable. Donc, et nous verrons dans l'évaluation comment aussi ces gens-là, quel est le prix de l'eau pour ces gens-là. En le comparant avec les gens qui sont à Saint-Louis, moi à Dakar, je paye 179 francs le mètre cube. Un Saint-Louisien, les 400 000 Saint-Louisiens, Galel, Université payent 179 francs le mètre cube. Et ils ont de l'eau dans les robinets et tout. Mais M. Khouma qui est à... M. X qui est à Ross Béthio, il paye 1100 francs le mètre cube. Et il a une eau de très mauvaise qualité qu'il est obligé, avec de l'argent, à filtrer pour consommer. 1100 francs. Le troisième usage, c'est que c'est l'eau en tant que milieu de vie. La retenue de diamant, parce que quand on dit retenue, c'est la partie aussi entre le barrage et Rosso et les zones endiguées. Les berges sont endiguées. Il y a eu un endiguement des berges à un certain niveau pour avoir cette quantité d'eau, pour éviter, en tout cas, la submersion des villages comme Ronk, etc., et Tchagar, des choses comme ça. Donc, l'eau en tant que milieu de vie. Et cette eau en tant que milieu de vie, on a vu que cette eau-là, elle est très poissonneuse. Les gens de l'UCN, ils ont fait des études. Pape Samba Diouf du WWF, ils ont fait des études. Ils ont comparé le fleuve Sénégal, l'estuaire du Delta, avec les autres fleuves côtiers de l'Afrique de l'Ouest. C'est le fleuve qui a le taux de productivité, en tout cas de productivité le plus élevé en matière de poissons. Voilà. Et malheureusement, c'est dans le cadre de notre évaluation, on a de gros poissons, mais malheureusement encore, ces poissons-là sont plutôt consommés par les oiseaux du Djoudj. Sur, en tout cas, une valeur de 8 milliards 300 et quelques millions de francs CFA, les oiseaux consomment les 8 milliards. Les pêcheurs consomment que les 330 millions en poissons. C'est vrai, je suis environnementaliste, on ne va pas lutter contre diamant, il faut même maintenir diamant. Mais il y a un dommage, un manque à gagner que la communauté mondiale, les gens, en tout cas la communauté mondiale, et ça s'adresse au gouvernement sénégalais qui négocie dans le cadre des changements globaux de l'environnement, la conservation de la biodiversité, les changements climatiques. C'est le gouvernement du Sénégal qui doit négocier pour au moins que les manques à gagner puissent nous revenir. Ensuite, l'eau comme un élément structurant qui peut, en tout cas, façonner le milieu par la recharge de la nappe phréatique,
par l'évolution tendancielle des paysages, le développement de la biomasse. L'eau, ça, on l'appelle, nous, dans notre jargon, un usage, un bien de non-usage. Là-bas, c'est des usages. Tu viens, tu prends l'eau, tu prends le poisson, tu prends le bois mort, tu coupes, ça, c'est des usages, tu collectes. Mais il y a des biens de non-usage. Des biens, le fait d'être voisin à un élément, c'est un bien que ça te rapporte, les biens de non-usage. Et la retenue de diamant, là-bas, qui est dans une zone qui était très salée, et a changé la biomasse. Avec mon ami Moussa Sall, ici présent, on a travaillé là-dessus. On a travaillé là-dessus sur les biomasses. Et on a calculé, en tout cas, la biomasse due à la retenue de diamant. Donc, bien que le centre de suivi écologique n'a pas un site à l'intérieur de notre zone d'étude, son site le plus proche, c'est Windu Tchingoli. Windu Tchingoli est dans le même isoyète que Ndiaël. Alors que le projet Sénégal-Mauritanie a un site de contrôle au sol dans le Ndiaël. Ça nous a permis de faire des calculs et de trouver la valeur de la biomasse produite. Et de la biomasse, on est parti aux UBT, aux unités de bétail tropical, qui nous permet de calculer la capacité de charge d'un pâturage, ou bien tout simplement pour amender un sol, il te faut un bétail de combien d'individus, de pieds en tout cas sur ce. Donc par là, on est arrivé avec des produits compensatoires, c'est-à-dire des produits analogues, faire le prix. Et on a trouvé que la biomasse produite, la valeur de la biomasse produite du facteur de non-usage est supérieure à l'agriculture irriguée et à la pêche réunie dans cette zone. La valeur de la biomasse. Donc, l'élément le plus important, le plus rentable dans cette analyse, c'est l'environnement, c'est les écosystèmes, la résilience. J'ai même utilisé ce terme dans le document, la résilience des écosystèmes. Il y a ici ce qu'on appelle la résilience des écosystèmes qui est due principalement à la présence de l'eau. Voilà. Donc, pour me résumer et conclure, c'est juste pour vous dire que c'est vrai, quand on parle de diamant, du barrage de diamant, les gens... malheureusement, il n'y a pas eu une évaluation du barrage jusqu'à présent, des politiques de l'OMS. Quand on parle du barrage de diamant, on dit oui, c'est un progrès parce qu'il y a de l'agriculture irriguée, il y a des... Et si vous regardez même la progression de l'agriculture, elle n'est pas fameuse, elle est déficitaire dans certains aspects. Seule la tomate a des bénéfices dans l'agriculture, dans cette zone-là. Et l'oignon peut-être, l'oignon même qui est en amont à Dagana, ou bien en amont, ou bien dans le Potou. Mais dans cette zone-là, c'est surtout la riziculture et la production de la tomate industrielle. Donc, quand on pense toujours à ça, les décideurs, que ce soit les États, même les bailleurs, même la Banque mondiale, ils disent que oui, c'est une réussite. Mais c'est une réussite quand même modérée. Ouais, peut-être bien, mais c'est pas encore à l'attente. Ça n'a pas encore répondu à nos attentes, aux attentes du pays, du Sénégal. Le Sénégal qui avait fait le PDRG, le plan de développement de la rive gauche. Le plan de développement de la rive gauche, on chantait même à l'époque l'après-barrage, Natangé, des choses comme ça. On disait n'importe quoi. Donc le PDRG là, ils ont dit qu'en 2015, il y aura 100 000 hectares emblavés. 100 000 hectares. Actuellement, on est à 73 000 hectares emblavés dans toute la vallée du fleuve Sénégal. Sur un potentiel, M. Ba l'a rappelé, de 375 000 hectares. Voilà. La riziculture, qui était à 98% des terres, et à l'après-barrage, est actuellement à 53%. Il y a des pertes de terre pour la riziculture. Et
Actuellement, on doit faire des choix de société. Il y a le plan du Sénégal émergent, il y a le plan éphémère de Guana, il y a eu d'autres plans, tout ça, c'est balbutiement. Cela montre qu'il y a un intérêt dans le développement agricole au Sénégal. Et le développement agricole, quand on parle de développement agricole au Sénégal, on pense à la vallée du fleuve et en Casamance. En ce qui concerne la vallée du fleuve, je pense que la riziculture, comme elle est pratiquée actuellement, non seulement elle n'est pas rentable, mais si on fait la riziculture à tout azimut, c'est-à-dire on emblave tout, mais on risque de détruire nos terres. Parce que la riziculture en milieu tropical, en milieu sec, où la température est très élevée, on va vers la salinisation des terres. Et c'est observé dans le Ross Bédio. Il y a des gens où les gens quittent les terres, laissent des terres qui ne sont plus productives. Donc, je donne de leçons à personne. Je n'ai fait qu'un constat. Et voilà. Et sur ce, je vous remercie. Je pense que...